Dans ce chapitre, nous allons essayer de construire des différents liens de parenté qu'il existe entre les différentes espèces vivantes sur Terre. Donc nous avons ici une représentation des différents liens de parenté qui existent entre toutes les espèces vivantes. On peut voir que c'est assez compliqué à lire, ça a l'air tout mélangé, et en fait on va voir que c'est pas si compliqué que ça à construire en repartant de ce qu'on a appris en 6e et en 5e. Donc déjà, avant de classer, de relier entre elles les différentes espèces, on va essayer de définir ce qu'on appelle une espèce. Donc prenons un cas assez classique. Tout le monde, surtout quand on est petit, on pense très souvent que le crapaud, c'est le mâle de la grenouille et qui peut faire plein de bébés. Si on regarde un petit peu plus près, à l'intérieur de leur noyau, on va retrouver leurs chromosomes, et ici on voit leur karyotype. On rappelle que c'est tous les chromosomes qu'on retrouve dans une cellule. Si on compare le karyotype de la grenouille à gauche et du crapaud à droite, on peut déjà voir qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Donc apparemment la grenouille et le crapaud, ça va être un petit peu compliqué pour se reproduire s'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes caractères déjà. Et en effet, si on essaie de faire reproduire un crapaud et une grenouille, il n'y aura aucun tétard qui va naître, donc c'est impossible de se reproduire pour ces deux individus, donc ils ne sont pas de la même espèce. Donc on peut en déduire ici que pour appartenir à la même espèce, il faut avoir le même nombre de chromosomes dans les cellules et la capacité de se reproduire. Regardons maintenant un cas un petit peu particulier. On va prendre l'exemple de la lionne et du tigre. On sait depuis tout petit que c'est deux espèces différentes. Ils se ressemblent un petit peu, mais il y a quand même pas mal de différences. Mais si on regarde leur karyotype, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ils ont exactement le même nombre de chromosomes. Si on essaye en plus de ça de faire reproduire la lionne avec le tigre, on va obtenir ce qu'on appelle un hybride, c'est-à-dire un mélange entre les deux espèces, qu'on appellera ici un ligre. C'est un mélange de la lionne et du tigre. Et ce ligre, ce gros bébé, lui par contre a l'incapacité de se reproduire ni avec la lionne, ni avec le tigre, ni avec un autre ligre. D'ailleurs, il est incapable de se reproduire. Donc ce qu'on peut rajouter à la définition d'espèce, c'est qu'en plus d'avoir le même nombre de chromosomes et la capacité de se reproduire, il faut que la descendance soit fertile. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître soit capable de faire des bébés quand il sera plus grand. Maintenant, différentes espèces qu'on sait définir, qu'on sait différencier, on peut les classer. On a appris à les classer en 6e dans des groupes emboîtés. Donc si on prend l'exemple ici de 4 espèces différentes, la poule, le chat, le lapin et l'homme, on peut les classer dans des groupes dits emboîtés. Donc on peut déjà mettre dans une même boîte la poule, le chat, le lapin et l'homme, puisqu'ils ont tous les 4 un squelette osseux. C'est tous les 4 des vertébrés. Ensuite, dans cette grande case, on peut encore trier et différencier différents groupes. On va avoir la poule qui possède des plumes, le chat, le lapin et l'homme qui eux possèdent des poils. Et oui, si vous regardez sur votre tête, vous avez des cheveux. Les cheveux, c'est des poils. Donc on peut mettre le chat, le lapin et l'homme dans une même boîte avec la poule à part. Donc un groupe poils et mamelles dans lequel on va mettre que le chat, lapin et l'homme. Et dans ce groupe chat, lapin, homme, est-ce qu'il y a une différence qui existe, une grande différence qui existe entre ces trois êtres vivants, ces trois espèces? Et la réponse est oui, c'est que l'homme, comparé au chat et au lapin, va posséder un pouce. Alors oui, si vous regardez votre main et que vous tendez bien vos doigts, vous allez voir que vous avez un pouce. Donc le pouce, c'est un doigt qui est dit opposable aux autres doigts. C'est-à-dire que quand vous tendez votre main, le pouce il est à 90 degrés des autres doigts. Alors que le chat et le lapin, eux, n'ont pas ce pouce, n'ont pas de doigt qui est opposable à leurs autres doigts. À partir donc de cette classification en groupe emboîté, on va pouvoir facilement maintenant reconstruire les liens de parenté. Donc en regardant d'abord qui sont les espèces les plus proches. Et bien ici on va regarder quelles sont les espèces qui peuvent être très proches. On peut voir ici le lapin et le chat qui appartiennent tous les deux exactement à la même boîte, ils ont exactement le même nombre de caractères. Donc on va pouvoir les relier entre eux. Et on va pouvoir construire les liens de parenté. Donc, on les relie entre eux. D'accord, et on les attache avec ce qu'on appellera un nœud. Et ce nœud va représenter un parent, un ancêtre du chat et du lapin, c'est-à-dire un individu qui au cours de l'évolution a donné un chat d'un côté et les lapins de l'autre côté. D'accord. Cet ancêtre ici, qui est représenté par un carré bleu, on va dire qu'il est hypothétique. On ne peut pas lui donner de nom, on ne sait pas quelle espèce c'est, mais on sait quel caractère elle
il possède cet ancêtre. Ici, cet ancêtre au chat et au lapin, il possède exactement les mêmes caractères que ces deux espèces, c'est-à-dire des poils et des mamelles, et un squelette osseux. Maintenant, cet ancêtre commun, maintenant qu'il est là, on ne peut plus l'enlever. Donc cet ancêtre, est-ce qu'on peut le relier avec une autre espèce dans notre classification au groupe emboîté? Et bien on peut voir que cet ancêtre commun au chat et au lapin, il est dans la même boîte que l'homme, la boîte verte, poils et mamelles. Donc on peut relier l'ancêtre du chat et du lapin avec l'homme, les relier par un nœud, bien les attacher et former du coup, et voir apparaître un autre ancêtre qui est différent de celui du chat et du lapin, mais c'est un ancêtre qui est commun à la fois au chat, au lapin et à l'homme. C'est-à-dire que cet ancêtre-là, qu'on vient de construire, il a donné d'un côté l'ancêtre du chat et du lapin, et de l'autre côté, il a donné les hommes. Et enfin, cet ancêtre commun au chat, au lapin et à l'homme, qui possède aussi un squelette osseux, des poils et des mamelles, on peut le relier avec la poule, qui va donner un troisième ancêtre commun, donc un ancêtre qui sera commun à la fois à la poule, puisque cet ancêtre commun a donné d'un côté la poule, et de l'autre côté, il a donné des espèces chez qui est apparu les poils et les mamelles, et cet ancêtre qui donnera le chat, le lapin, puis l'homme. Et enfin, on peut donc continuer, si on veut, un peu plus loin cette classification pour remonter jusqu'à un caractère commun à toutes les espèces vivantes sur Terre, qui est la cellule. Donc si on résume un petit peu tout ça, donc on peut enlever maintenant les groupes emboîtés pour simplifier la lecture, et on obtient ce qu'on appelle un arbre de parenté. Donc dans cet arbre de parenté, nous avons les différentes branches, ici en trait plein, en tiret et en pointillé, et chaque branche sont reliées entre elles par des nœuds, donc des nœuds qui représenteront les ancêtres communs. Donc ici on a trois ancêtres communs, et comment va se lire cet arbre de parenté? Il va se lire de bas en haut. Donc tout en bas, ce qui est le plus vieux, et tout en haut, ce qui est le plus récent. Donc on peut voir que dans l'évolution, il est apparu en premier les squelettes osseux qui ont donné un ancêtre commun à la poule, au chat, au lapin et à l'homme. D'un côté, donc cet ancêtre commun avec le squelette osseux s'est diversifié et a évolué pour donner les espèces telles que les poules, et d'un autre côté, il y a eu une évolution qui a fait apparaître les poils et les mamelles, et qui a donné naissance à l'ancêtre commun de ce qui sera le chat, le lapin et l'homme. Cet ancêtre commun au chat, lapin et l'homme, il est plus jeune que l'ancêtre commun à tous les êtres vivants. Et ensuite, donc cet ancêtre commun d'un côté va donner l'homme, l'espèce humaine, dans lequel est apparu le caractère pouce, ce doigt opposable, et d'un autre côté, il va donner un autre ancêtre, un autre individu, qui est l'ancêtre commun du chat et du lapin. Donc on lit cet arbre de bas en haut, et on peut retracer l'évolution de l'apparition des caractères dans un petit groupe d'individus. Donc ici, si on retrace l'évolution, l'histoire évolutive de ces quatre individus, poule, chat, lapin, homme, tout d'abord est apparu un squelette osseux, chez un ancêtre commun, puis ensuite est apparu les poils et les mamelles dans une branche différente de la branche qui va donner les poules, et bien ensuite va apparaître le caractère pouce sur la branche qui va donner l'espèce humaine. Donc si on retrace maintenant correctement notre arbre, on le trace comme ceci, avec les différentes branches, les ancêtres communs, donc aux bons endroits, et on peut faire apparaître sur les branches quand est apparu les différents caractères. Donc attention, le caractère que possède un groupe, donc par exemple si on prend l'exemple de poils et mamelles partagés par le chat, le lapin et l'homme, si ces trois êtres vivants ont ce caractère, ça veut dire que l'ancêtre commun de ces trois êtres vivants possédait déjà ce caractère poils et mamelles. Donc le caractère, il apparaît toujours avant l'ancêtre commun. Regardons maintenant un petit peu la place de l'homme dans l'évolution. Donc on a toujours cette représentation qui ressort très fréquemment dans les revues scientifiques, avec un chimpanzé à droite, des hommes préhistoriques au milieu et l'homme moderne tout à droite. Le chimpanzé à gauche, je crois que j'ai dit à droite. Qu'est-ce que laisse penser cette illustration? Que l'homme apparemment descend du singe, donc le singe s'est transformé petit à petit en homme, et que l'homme apparemment serait la forme vivante la plus évoluée, puisqu'il est tout au bout, tout à droite
de cette image qui montre l'évolution de l'homme. Donc on va justement construire les liens de parenté entre l'homme, le chimpanzé, l'homme préhistorique et une autre espèce, le crocodile, pour essayer de comprendre si ce postulat de base, cette idée qu'on retrouve très souvent, est juste ou pas. Donc on va d'abord pouvoir commencer par construire notre classification en groupe emboîté avec la plus grande boîte, le squelette osseux, dans lequel on va pouvoir mettre tout le monde, le crocodile, le chimpanzé, l'homme et l'homme de Néandertal, qui est notre fameux homme préhistorique. Ensuite, dans ce grand groupe, on va pouvoir faire d'autres plus petits groupes emboîtés. On va pouvoir construire, donc le deuxième plus grand groupe ici, c'est le poil et les mamelles, dans lequel on va pouvoir ne pas mettre le crocodile, puisqu'il ne possède pas les poils et les mamelles, et on pourra mettre chimpanzé, homme actuel et Néandertal. Mais dans ces trois-là, on peut faire un autre groupe, qui est le groupe des bipèdes. Donc, bipédie, ça veut dire quoi? Bi pour deux, pédie pour les pieds, donc c'est-à-dire qu'il marche sur ses deux pieds, et on peut exclure de ce groupe-là le chimpanzé, qui lui marche à la fois avec ses deux pieds et ses deux mains pour garder l'équilibre. Le chimpanzé n'est pas bipède, donc on le met à part du groupe bipédie, et on peut du coup mettre l'homme et Néandertal dans cette dernière boîte, et notre classification groupe emboîté, qu'on sait faire depuis la 6e, est faite. Maintenant on va faire le même principe que juste avant, on va construire les liens de parenté avec les espèces qui sont même les plus proches, donc celles qui sont exactement dans la même boîte, c'est-à-dire l'homme moderne et Néandertal. Donc on les relie entre eux par un nœud, qui est l'ancêtre commun à l'homme moderne et à l'homme de Néandertal. Et cet ancêtre commun, il avait la capacité de se déplacer sur ses deux pieds, donc il avait déjà le caractère bipédie. Cet ancêtre commun bipède, on peut le relier avec qui? Il appartient à la même boîte que le chimpanzé, il est dans la boîte verte aussi. On peut le relier avec le chimpanzé et former un nouvel ancêtre commun, plus vieux, qui possédait donc le caractère que possèdent l'homme, Néandertal et chimpanzé, c'est-à-dire des poils et des mamelles. Donc ce nouvel ancêtre commun, plus vieux, possédait déjà des poils et des mamelles. Et enfin, cet ancêtre commun, on peut le relier avec le crocodile, qui va donner un nouvel ancêtre commun, encore plus vieux, qui lui possédait un caractère partagé par les quatre ici, le squelette osseux. Donc le squelette osseux est apparu avant cet ancêtre commun très très vieux. Et on pourrait continuer jusqu'à la cellule si on le voulait. Et si on avait bien sûr le tableau de caractères qui nous permettait de construire la classification jusqu'à la cellule. Donc on enlève maintenant les groupes emboîtés pour laisser apparaître que les caractères, les ancêtres communs et les différentes branches de l'arbre de parenté. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que l'homme descend du singe? On regarde que l'ancêtre de l'homme, c'est un carré bleu, qui est bipède, qui a des poils et des mamelles et qui a un squelette osseux. Et on peut voir que le chimpanzé, lui, il n'est pas du tout à cet endroit-là. Il n'est pas à la place de l'ancêtre commun de l'homme. Donc le chimpanzé, le singe, n'est pas l'ancêtre de l'homme. Par contre, on peut voir que l'homme et le chimpanzé, si on prend ces deux espèces et qu'on suit les branches, on atterrit sur un carré bleu qui est un ancêtre commun à la fois à l'homme et au chimpanzé, qui possède des poils et des mamelles, Et donc cet ancêtre commun-là a donné à la fois l'homme d'un côté, le chimpanzé de l'autre. Donc l'homme est plutôt une espèce cousine du singe, et inversement, le singe est un cousin de l'homme. Est-ce que l'homme est la forme vivante la plus évoluée? Si on compte le nombre de caractères que possède l'homme, ici dans notre arbre il en a 3, le squelette, poils et mamelles et la bipédie, on voit que Néandertal a exactement le même nombre de caractères, donc en fait l'homme n'est pas plus évolué que Néandertal d'après notre classification ici, d'après notre arbre de parenté. Donc en fait ces deux phrases sont fausses. L'homme est cousin du singe et l'homme n'est pas la forme vivante la plus évoluée. D'ailleurs le terme évolué est à proscrire, un mot interdit si on veut. On dira plutôt qu'une espèce, telle que l'homme, est plus adaptée plutôt qu'évoluée. Et on verra qu'en fait en troisième, on verra ça surtout, on verra qu'une espèce est adaptée dans le milieu dans lequel elle vit pour pouvoir réaliser toutes les fonctions dont elle a besoin pour vivre.